Tu veux que je tienne le micro à chaque fois ? Moi, j'ai rien à faire ? Ouais. Ah, trop bien. C'est l'histoire d'un homme qui court un marathon à la vitesse d'un sprinter. L'histoire d'un entrepreneur social qui a consacré 10 ans à chercher et à répertorier des solutions pour réparer la planète et le vivant. Du coup, je m'appelle Christian Vanizette, j'ai 36 ans. J'ai démarré plusieurs projets pour l'environnement ou les causes sociales. Par exemple, une ONG qui s'appelle Make Sense, qui est dans le monde entier. Et en ce moment, j'essaie d'arrêter des pipelines de pétrole pour éviter le changement climatique. Vous écoutez Wabi, une série documentaire qui explore la conscience des femmes et des hommes qui protègent la Terre, par Émilie Vido et Massif. Make Sense, c'est une des premières pépites de l'écosystème social, tech, on peut dire, français. Comment elle est arrivée, cette aventure Make Sense ? Make Sense, c'est une ONG qui est un peu partout dans le monde et je l'ai créée en sortant d'école, en faisant un tour du monde. C'était il y a 11 ans, 2010-2011. J'étais en cours dans une école de commerce à Marseille et on avait lu le bouquin 80 hommes pour changer le monde avec un de mes camarades de classe. Et on s'est dit, on va aller rencontrer les entrepreneurs sociaux, donc ceux qui portent des solutions pour créer un avenir durable. Et on s'est dit, on va faire la même chose que les gars qui avaient écrit le livre 80 hommes pour changer le monde, qui étaient d'HEC et qui avaient voyagé dans le monde entier pour rencontrer des personnes qui créent des ONG. Et nous, on s'est dit, on va le faire, mais on va le mettre sur Facebook. Parce que c'est le début de Facebook. Donc, on va rencontrer des entrepreneurs sociaux, on va les interviewer et on va mettre leurs vidéos sur Facebook. Et les gens pourront dire s'ils ont envie de les aider et se connecter. Donc, c'était la base de Make Sense. Et pendant 10 ans, j'ai développé cette ONG. Maintenant, il y a à peu près 300 salariés dans le monde. Et on a des fonds d'investissement à impact. Donc, on gère plus de 88 millions d'euros qu'on investit dans ces solutions. Et donc, j'ai passé 10 ans de ma vie à regarder des problèmes, l'accueil des personnes réfugiées, le développement des énergies renouvelables, l'éducation grâce à la technologie. Et ce qu'on se rend compte, c'est que partout dans le monde, il y a des entrepreneurs qui ont déjà trouvé des solutions et qui montrent que voilà, on peut préserver la planète, les communautés, sans nécessairement avoir à tout détruire. Du coup, c'est la frustration que j'ai en ce moment, c'est que toutes les solutions, elles existent. Mais la vraie question que je me pose, c'est pourquoi c'est pas encore à très grande échelle, et surtout pourquoi les choses continuent à s'empirer, alors qu'on a déjà toutes les solutions. Et t'as trouvé une réponse ou pas ? C'est assez basique, ma réponse, mais du coup, j'ai passé 1 an dans ce programme à New York de la Fondation Obama, parce que je me suis dit, moi, j'ai ma propre expérience des 10 ans de terrain, voyager dans le monde entier avec Make Sense, avoir des dizaines de projets, investir des millions d'euros dans ces projets-là. C'était très grassroots, quoi, du bas vers le haut. Et j'avais besoin de savoir, est-ce que c'est la manière dont on change les choses sur la planète, surtout avec le recul, en me disant, voilà, ça n'a pas l'air de s'améliorer. Du coup, je me suis dit, peut-être la meilleure manière de confronter mon expérience, c'est d'aller voir l'autre approche, top-down, donc du haut vers le bas, avec, si t'es l'homme le plus puissant de la planète, comme le président Obama l'a été pendant 8 ans, quelle est sa perspective à lui, de qu'est-ce qui fabrique le changement dans le monde. Et du coup, il y a ce programme qui a ouvert à l'Université de Columbia, et la Fondation Obama est partenaire, et ils choisissent 10 jeunes chaque année pour suivre pendant 1 an des cours à l'Université de Columbia, et t'as les anciens advisors d'Obama qui te coachent, quoi. Et après, la vision qu'a Make Sense, c'était de donner à chacun le pouvoir d'agir et du coup de tout baser sur ce qu'ils appellent aux États-Unis le community organizing, et donc comment des mouvements citoyens s'organisent, s'auto-organisent pour demander un changement. Et ça, c'est hyper cohérent avec le parcours de Barack Obama, qui lui a démarré sa carrière à Chicago comme community organizer. Et du coup, quand on expliquait la vision de Make Sense, de toucher des millions de personnes qui se mettent à organiser leur communauté et à agir ensemble, je pense que c'est quelque chose qui leur a parlé. T'as rencontré Obama ? On avait des cours avec lui, tous les 3 mois. Et après, Michelle aussi, elle est incroyable. On l'appelle Michel. Comment tu en es arrivé à devenir activiste ? Puisqu'on peut considérer qu'aujourd'hui, t'es un activiste de l'environnement. Oui, c'est marrant parce que la plupart des activistes font le parcours inverse. Ils commencent dans l'activisme en disant stop, non, on veut pas de ça. Et ensuite, ils se disent non, mais il faut que je propose des solutions. Et du coup, je suis allé regarder qu'est-ce qu'on peut proposer à la place. Puis c'est aussi fatigant de faire l'activisme et tout le temps d'être dans l'opposition et de dire on veut pas ça, on veut pas ça. Et moi, c'est marrant, c'est le parcours inverse. En fait, j'en ai marre des solutions. Ça existe, j'en ai vu partout dans le monde. Il n'y a plus de surprises. Les innovations, elles sont déjà là. On a déjà toutes les technologies, toutes les ressources. Et du coup, je trouve que se focaliser sur les solutions, c'est hyper naïf. En fait, c'est de penser que parce qu'on crée des chemins alternatifs, nécessairement, ils vont être suivis.
Et donc c'est une vision du monde qui est basée sur, voilà, on va toujours éviter le conflit. C'est sympa de se dire, regardez, je fais quelque chose d'inspirant, vous pouvez regarder, les gens te regardent prendre ce chemin de travers, ils peuvent te suivre s'ils ont envie, mais ça va jamais être le chemin que la plupart des gens vont prendre, parce qu'en fait, il y a des entreprises et des personnes qui ont beaucoup d'argent à gagner à détruire le vivant et à continuer le système actuel. Et du coup, il y a des millions qui sont mis en place en lobbying pour éviter que des lois changent, pour continuer alors que les scientifiques du GIEC disent il faut plus de nouveaux projets pétroliers et gaziers si on veut avoir une chance de rester dans le scénario 1.5 de l'accord de Paris, qui est pas juste un scénario où c'est un consensus politique, c'est une limite physique. Si on dépasse 1.5 degrés, il y a des effets climatiques qui vont être générés, qui sont incontrôlables. Ça risque de vraiment partir en cacahuète. Et donc, du coup, c'est pas juste 1.5 parce qu'on s'est mis d'accord, c'est 1.5 parce qu'on n'a pas le choix. Et quand les scientifiques te disent, la première des choses à faire, c'est pas de nouveaux projets pétroliers et gaziers, et qu'ensuite, tu as des entreprises qui continuent à vouloir en développer, notamment les entreprises pétrolières, en se disant, non, mais on doit continuer, les gens ont besoin d'énergie, alors qu'il y a plein d'autres manières de faire de l'énergie. Il y a vraiment des intérêts très forts qui vont lutter, qui vont mettre en place tous les mécanismes possibles, qui vont utiliser leurs milliards pour faire en sorte qu'on puisse continuer à faire des nouveaux projets pétroliers et gaziers, alors qu'on sait que pour le commun, pour nous tous, ça veut dire notre arrêt de mort. Mais pourtant, ils ont un intérêt à continuer. Et si tu fais juste des chemins de traverse et des alternatives, mais que tu ne leur rentres pas dedans, en fait, en leur faisant, non, tu dois arrêter là, maintenant, parce qu'on n'a pas 3 ans pour continuer, ça doit s'arrêter aujourd'hui, sinon c'est mort. Et si tu vas pas au combat, entre guillemets, ça s'arrêtera jamais, quoi. Ils vont continuer. Par exemple, ce pipeline sur lequel on travaille, ICOP, c'est le plus long oléoduc chauffé au monde. C'est 35 millions de tonnes de CO2 par an. C'est l'équivalent en émissions carbone, 10% des émissions carbone d'un pays comme la France. Et donc, il y avait des unes de journaux qui disaient « Génial, la France, avec la crise énergétique comme l'énergie de plus chère, on a réussi à diminuer nos émissions carbone de 2,5%. Les Français prennent plus leur vélo, c'est génial. » Et à côté, tu as une boîte française qui va te fabriquer l'équivalent de 10% des émissions annuelles d'un pays comme la France par an pendant les 30 prochaines années. Et du coup, t'es là en mode, je prends mon vélo, ok, c'est cool, mais qu'est-ce que ça... On se fout vraiment de ma gueule, quoi. Moi, je fais des efforts, et eux, ils font pas d'efforts à leur échelle. Souvent, on s'imagine que l'activisme, c'est quelque chose de violent et on va aller saboter des pipelines, on va aller poser des explosifs dessus et tout. Il y a des films qui sortent là-dessus et tout. En fait, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est que de la fiction. À partir du moment où le pipeline, il est créé, c'est mort, quoi. Ça existe. Toute la stratégie, c'est de faire en sorte que les banques et que les assurances ne veulent plus financer ou réaliser des projets de la sorte parce que, justement, c'est dangereux économiquement pour eux, mais aussi parce que leurs clients ne veulent plus que leur argent soit utilisé de cette manière. Et donc là, tu réutilises des outils démocratiques, entre guillemets, parce que les clients demandent à la banque de ne pas utiliser leur argent pour faire telle chose, ainsi de suite. Et c'est juste des campagnes de mobilisation citoyenne qui permettent en fait d'arrêter des projets comme ça de se dérouler. Et mécaniquement, si tu fais en sorte que les banques et les assurances ne mettent pas leur argent dans ces projets, cet argent, il ira dans les solutions. Donc la meilleure manière que j'ai réalisé que je pouvais aider ce que j'ai construit pendant 10 ans avec Make Sense et faire en sorte qu'il y ait des milliards qui aillent dans les énergies renouvelables, c'est en faisant en sorte qu'il y ait des milliards qui n'aillent plus dans les énergies fossiles, mais ces milliards, ils devront quand même aller dans l'énergie. Donc un jour ou l'autre, ça finira sur des solutions. Donc c'est pour ça que je me suis embarqué dans cette aventure, parce que je pense que dans le temps qu'on a d'un parti, c'est la chose la plus impactante à faire. Mais à chaque fois, c'est non violent, parce qu'en fait, quand tu utilises la violence, tu risques de perdre l'opinion publique, parce que justement, les gens vont pas soutenir, ou ça va être utilisé par les entreprises pour dire « Regardez, c'est des gens violents », alors qu'en fait, la vraie violence, elle est exercée par eux-mêmes. Par exemple, sur ce pipeline, il y a 100 000 personnes qui sont déplacées. Dès qu'il y a des activistes en Ouganda, qui est un peu une mini-dictature qui s'oppose en Afrique, qui s'oppose à ça, ils sont mis en prison. Et du coup, il y a une vraie violence du terrain tous les jours. Et ce serait dommage que ces entreprises-là puissent se défendre en utilisant l'argument de la violence, alors qu'en fait, c'est elles qui l'utilisent chaque jour à cause des projets destructeurs qu'ils font. Il y a une internationalisation de ces engagements-là qui est prégnante. D'ailleurs, tu as un profil très international. Est-ce qu'aujourd'hui, la révolution, elle se situe au niveau mondial ? Le vrai
mouvement qui a un peu changé la donne, et c'est avec des personnes comme Camille que tu as interviewé, qui est une activiste climat, Camille Etienne. C'est en fait, tu as ce mouvement des Fridays for Future, qui est un peu le mouvement de Greta Thunberg, avec tous ces jeunes qui ont commencé il y a 5 ans à manifester devant leurs écoles, et maintenant ils vont à l'université, et ça devient des jeunes leaders dans leur pays. Et en fait, c'est un mouvement très international. Alors toi, d'ailleurs, tu as créé une nouvelle application, Regroup, elle a été lancée récemment. Là, pour l'instant, c'est en tout petit en phase de test. On est avec 3000 utilisateurs. Et le but du jeu, c'est d'utiliser le meilleur de la startup et des technologies pour accélérer ces mouvements citoyens et faire en sorte que du coup, tu aies des milliers de personnes qui écrivent le même jour à leur banque, qui se reconnectent le lendemain et qui vont ensuite écrire à leurs députés, se reconnectent le lendemain et ils vont ensuite commenter et dire bravo à un PDG d'une banque qui s'est retiré sur LinkedIn de ce projet de Total. Et du coup, c'est un peu une action par jour qui te prend moins de 20 secondes que tu peux faire sur des grandes campagnes du climat qui peuvent aider justement à réduire les émissions carbone, montrer à chacun que c'est pas si compliqué d'arrêter ces projets, que t'as pas besoin d'aller t'attacher avec des cadenas pour les attacher. C'est trop cool qu'il y ait des gens qui le fassent parce qu'il en faut, mais qu'en même temps chacun peut contribuer. Il suffit de 20 secondes de touche sur ton téléphone et ça peut faire une immense différence. Alors j'aimerais bien qu'on fasse une pause sur toi, à l'intérieur de toi, sur ton propre chemin intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'en fait j'ai envie de prendre soin de la nature? D'abord parce que je me suis intéressée moi-même à qui je suis. Comment ça s'est passé pour toi? C'était quoi le déclic? Il y a 2 raisons principales. La première, je viens de Tahiti, du coup, en Polynésie française. Et il y a que de la nature partout. C'est un peu comme quand t'es un poisson dans un bocal, tu sais pas c'est quoi l'eau. Parce que du coup, t'es tout le temps dedans. Et en fait, je me suis rendu compte de c'est quoi la nature, tout ça, quand je suis venu faire mes études en métropole. Et qu'en fait, il y a beaucoup moins de nature. Et du coup, je me suis dit, c'est marrant parce que si tu grandis à Paris, genre, c'est normal que tu saches pas nécessairement nager très tôt, que tu sois un peu, maladroit dans la nature, ou même de marcher pieds nus, des trucs comme ça. Ça me faisait toujours marrer quand j'avais mes potes de métropole qui venaient, puis ils osaient pas marcher pieds nus parce que les cailloux leur faisaient mal aux pieds, tu vois. Alors que quand juste tu grandis pieds nus, et que tu marches tout le temps, pieds nus, même, c'est pas genre tout le monde est pieds nus à Tahiti, mais c'est juste, c'est normal, parce que, il y a de la plage partout, il y a de l'herbe, des trucs comme ça. En fait, tes pieds, ils te font moins mal. C'est marrant, c'est des petits détails comme ça, mais qui font que t'es plus intégré avec la nature. Et en fait, j'avais pas réalisé avant d'habiter pendant longtemps dans des grandes villes que c'était un truc avec lequel j'avais grandi et qui me manquait. Et le moment où ça m'est revenu, c'est quand j'ai eu un petit garçon, il s'appelle Léo, il a 5 ans et demi. Et en fait, je me suis demandé, mais c'est marrant, où est-ce qu'il va grandir, lui? Ah mince, on est dans une grande ville, et du coup, il va pas grandir dans la nature, il y a tout ça. Et ensuite, quand tu lis toutes les choses qui se passent sur le réchauffement climatique, la chose qui m'énerve le plus, c'est pas tant que, le monde entier, 3,5, tout ça, c'est des chiffres, ça veut rien dire, mais c'est des choses très concrètes, comme le fait que dans le dernier rapport du GIEC, ils disent, d'ici à 2035, les coraux pourraient disparaître. Les coraux, quand t'es à Tahiti, c'est ça la nature. C'est tu vas dans le lagon et t'as des coraux partout et du coup t'as des poissons et c'est toutes les couleurs et c'est magique. Et quand t'es un enfant et tu vois ça, c'est trop beau, quoi. Et de me dire que quand Léo, il aura 20 ans, c'est plus là, c'est très concret. Et je me dis, on est en train de détruire la nature chez moi. Et il y a très peu de choses qu'on peut faire depuis Tahiti. On est 250 000 habitants. Et pourtant, on va souffrir des effets du changement climatique, peut-être plus que d'autres, parce que le niveau de la mer monte et tout. Et donc, en fait, c'est des choses où tu te dis, c'est un combat global, mais c'est en train d'affecter ma maison et surtout le futur de mon petit garçon à très court terme. Et donc, je trouve quand ça te touche, moi, c'est parce que j'ai un enfant et parce que j'ai grandi dans la nature et j'ai envie de la protéger. Puis d'autres, je pense, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus spirituel. Et puis sur ceux qui ont l'âge de Camille, ça doit être sur, c'est leur futur à eux tout de suite qui est sur la ligne, quoi. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même depuis que tu t'es engagé? Que j'avais beaucoup plus de pouvoir que ce que j'imaginais avant. Que c'est pas si compliqué de mettre des bâtons dans les roues à des entreprises qui ont beaucoup plus de moyens. J'étais allé à la COP à Glasgow. Je crois que c'était il y a 2 ans. Et c'est un peu là où mon engagement a changé. Il y avait une table ronde et on était 8 invités avec du coup le président Obama qui était venu faire un discours. Il y avait une jeune activiste qui s'appelait Luisa Neubauer qui a démarré Fridays for Future en Allemagne. Et en fait, à 24 ans, elle a réussi à gagner un cas à la Cour suprême allemande qui rend en fait contraignant l'accord de Paris en Allemagne. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen peut attaquer en justice une entreprise, une collectivité pour non-respect de la trajectoire pour diminuer les émissions carbone sur l'accord de Paris. Donc un impact monumental, c'est aussi la première économie d'Europe.
Par exemple, quand il y a eu la banque allemande Deutsche Bank pour qu'elle dise « je ne vais pas financer ICOP », il a suffi d'un tweet. Elle a tweeté au PDG de la Deutsche Bank « What the fuck are you gonna finance ICOP ?» Et là, le PDG, il a répondu le lendemain « Non, nous n'allons pas financer les ICOP ». Et là, je me suis dit « Waouh !» C'est des gens comme ça qui ont un pouvoir énorme. Parce qu'en fait, en un tweet, elle peut mettre des dizaines de milliers de jeunes Allemands dans la rue. Et Louisa, elle m'a dit, et d'ailleurs, là, on bosse avec ma pote Vanessa Nakate, qui était l'activiste d'Ouganda, qui avait été effacée des photos à Davos. Ça avait fait un énorme scandale à l'époque, qui était la personne de l'année de Time Magazine en 2021. Elle dit, on bosse pour arrêter ce projet de pipeline ICOP. Et devine quoi, c'est une entreprise française qui le fabrique. Toi, t'es français, du coup, tu dois nous aider pour l'arrêter, parce que à Paris, t'es là-bas et tu dois mobiliser. Et du coup, c'est comme ça que moi, je suis rentré dans l'aventure. Elle m'a beaucoup inspiré, en fait. Je me suis dit, waouh, elle a 24 ans, elle arrive à faire des trucs de ouf. Et du coup, je me suis promis, maintenant, ce que je vais faire, c'est que dès que quelqu'un a moins de 30 ans et que c'est Fridays for Future et qu'ils ont une idée et qu'ils disent, faut faire ça, je vais faire ce qu'ils disent. Si on veut vraiment résoudre ce problème, autant écouter ceux qui débarquent et qui vont vivre avec le problème toute leur vie et qui ont des yeux nouveaux pour justement qui n'ont pas des schémas du passé ancrés et tout, et autant les suivre et se mettre tous derrière eux. Moi, je vais juste les écouter et faire ce qu'elles disent. Et du coup, je suis juste les gens qui ont l'âge de Greta et de Louisa et je me suis promis de faire ça. Wabi, un documentaire sonore massif réalisé par Théo Boulanger et produit par Social Calling. Écouter Wabi, c'est un acte militant pour prendre soin de soi et veiller sur la nature. La révolution écologique intérieure ne fait que commencer.